Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec la Mickaire pour vous parler des news de l'actualité cinéma et séries, un petit peu tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a trouvé de plus croustillant et d'intéressant. Et pour ça, j'ai envie de dire salut à toi mon cher Ker. Tu as décidé de promouvoir aujourd'hui un petit groupe à qui tu veux donner sa chance et tu vas nous faire ton petit point pognon puisque tout le monde le sait, il n'y a que le pognon qui intéresse Ker. Pas du tout. Alors bonjour à tous, bah oui je vais vous parler du point pognon avec donc un point un peu sur le box-office actuel pour vous dire qu'il y a déjà un gros succès de l'année bien évidemment. C'est Vice Versa 2 qui continue son chemin vers la gloire et qui vient de rentrer, accrochez-vous bien, dans le top 10 des plus gros succès de l'histoire du cinéma avec, en termes de dollars, hein, pas d'entrée, je le précise à chaque fois, avec 1,55 milliard de dollars récoltés pour le film Pixar. C'est une énorme surprise. Rappelons-nous, l'année dernière, le film Elemental, s'était vautré aux US au box-office. Il avait eu une carrière un peu plus intéressante à l'international, mais c'était alors qu'il était sympatoche, hein. Sans plus, oui, mais oui, sympatoche. Bah oui, il est sympatoche ce Elemental, mais surtout il a eu une carrière brillante sur Disney+. Ça a été un des plus gros succès de 2023 pour ce qui est de la présence d'un film sur les plateformes, toutes plateformes confondues. Donc c'était énorme pour Elemental, il s'est refait la cerise là-dessus. Et pour Vice Versa 2, bah, absolument personne n'avait envisagé un tel succès. Tous les spécialistes du box-office le voyaient en dessous du premier, qui était à plus de 800 millions quand même. C'était déjà un gros succès. On était dans un contexte qui vraiment ne favorisait pas forcément le film. Et là, et ben, pouf, 1,5 milliard de dollars. Top 10, il a quand même battu Avengers, premier du nom, ce qui est pas rien. Donc chapeau à lui. Sorti après Covid, il y a Spider-Man No Way Home qui a fait mieux. Et je regarde, il y a bien évidemment Avatar 2, donc il est troisième plus gros succès post-Covid. C'est énorme pour Vice Versa 2, c'est une vraie surprise. J'ai vu quelques personnes dire non, c'était sûr et tout. Ne les écoutez pas, c'est bidon. C'est vraiment une énorme surprise de ce box-office 2024. Ce qui n'est pas du tout une surprise par contre, c'est le succès de Deadpool et Wolverine. Après 2 semaines d'exploitation, il est à 824 millions de dollars au box-office. Lui aussi, il va être milliardaire et sans aucun problème. D'ailleurs, il y avait beaucoup de spécialistes qui pensaient que le film allait réussir à faire le milliard après son deuxième week-end. Il ne l'a pas fait, il a eu une grosse baisse aux US, 54% entre ces deux week-ends, parce que c'est normal, hein, il avait fait un premier week-end de ma boule de toute façon. Il a quand même fait un deuxième week-end à 97 millions de dollars, ce qui est très 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 solide. Derrière se cramponne bien Twisters, le film donc sur les tornades, qui est un faux reboot du film de Jan de Bont sorti en 97 ou 18 avec feu Bill Paxton et Helen Hunt. Le film Twisters a déjà récolté 274 millions de dollars au moment où on vous parle à travers le monde, c'est solide. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la sortie du nouveau Shyamalan Trap avec Josh Hartnett. M. Night Shyamalan, pour ceux qui ne le resituent pas, c'est le réalisateur de Sixième Sens, de Signes d'Incassables, de Split, de Glass, etc. Qui a été un réalisateur que j'ai absolument adoré sur ses 4 premiers films. En tout cas, 4 premiers films très mis en avant, Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village. Et là, Trap, ça, j'ai envie de dire qu'il va vite passer à la trappe celui-là, parce qu'il est à 20 millions de dollars à travers le monde et 15 millions pour son démarrage aux US. C'est assez faiblard. Et si on fait un peu un bilan de l'année, Vice Versa 2, bien évidemment, est très largement en tête. Deadpool et Wolverine est déjà deuxième. Moi Moche et Méchant 4 est à 750 millions de dollars, c'est très solide. Dune est quatrième. Et du coup, il doit être content, Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, de ne plus être de chuter. Et oui, parce que je vous rappelle, Denis Villeneuve avait dit que ça n'était pas normal que son film reste leader du box-office aussi longtemps, que ça n'était pas un bon signe pour le cinéma. Et là, les choses sont un peu rentrées dans la normale. Dans les gros films qui potentiellement vont débarquer
dans les jours qui viennent et semaines qui viennent et qui pourraient aller chercher aussi les très gros scores. On a bien évidemment une attente particulière, en tout cas moi, sur Alien Romulus qui sort le 14 août en France, donc c'est le week-end d'après aux États-Unis. On a le remake de The Crow qui sort donc mi-août. On a Beetlejuice 2 en septembre. Joker Folie à 2 qui sortira début octobre, Le Robot Sauvage nouveau DreamWorks également début octobre, et on a 3 gros films pour la fin d'année, 2 qui sortent en novembre, Gladiator 2 le 20, Vaiana 2 le 27 et Mufasa, donc le nouveau film live Disney qui sortira pour Noël le 18 décembre. Vous allez me dire, Kerr, le Noël, c'est pas du tout le 18 décembre, je sais, mais c'est en tout cas le film des fêtes de Noël qui pourrait lui aussi être un gros carton. Je vois le milliard pour Mufasa. Gladiator 2, je sais pas dire. Et Vaiana 2, c'est potentiellement aussi un film milliardaire. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg. Ah non, et juste un truc qui est assez impressionnant, je vous avais parlé du film d'horreur Long Legs. Et ben Long Legs vient de dépasser aux États-Unis le box-office de Furiosa, ce qui n'est vraiment pas un bon signe pour Furiosa, qui a vraiment été un échec. Mais Long Legs est un joli succès, mais il faut recontextualiser, et Long Legs n'aurait jamais dû battre Furiosa si Furiosa ne s'était pas autant bidé. À toi, mon cher Greg. Alors, tu parles de Romulus, de Alien Romulus, et justement, je voulais en profiter pour te dire, à la fois dans la vraie vie et à la fois en vidéo, même si les vidéos sont dans la vraie vie, un truc que j'ai pu voir sur Alien Prometheus, puisque c'est ton alien préféré, ce que tu me dis souvent. Pas du tout. Bah. C'est quoi cette mauvaise foi ? Attends, tu me feras pas dire que LeBron James est meilleur que Michael Jordan, et tu me feras pas dire qu'Alien Prometheus, d'ailleurs qui s'appelle juste Prometheus, n'est pas le meilleur Alien, c'est tout, c'est pas le meilleur Alien. Est-ce qu'au montage, tu pourras juste couper les trucs en disant le meilleur joueur est LeBron James ? Non, tu ne feras pas ça, Daniel. Et donc, du coup, en fait, donc pour en revenir, excuse-moi comme ça, donc pour en revenir, donc ton film préféré, Alien Prometheus. Donc j'ai bien compris que c'est pas que ton film préféré de la franchise, c'est ton film préféré tout court. Et donc Alien Prometheus, en fait, il y a le c'est scénario... même pas Alien, c'est Prometheus. Prometheus, non, parce que dans ma tête c'est forcément les deux. C'est Alien donc... Covenant, par contre. Lui, il est encore pire. C'est une catastrophe. Bon, Prometheus. On est d'accord, il y a un film qui s'appelle Prometheus. Oui. Avec Alien. Oui, il y a des aliens dedans, oui. Qui est ton film préféré ? Pas du tout. Bon, alors, du coup, ce film que Kerr apprécie particulièrement, et il y a son scénario qui a été disponible sur Internet, et ils ont notamment rendu disponible plusieurs versions d'écriture. Ça, c'est première information. Et deuxième information, il y a des scènes coupées et du storyboard, des propositions de storyboard qui ont été également diffusées dans les DVD, dans les Blu-ray et DVD bonus. Et ce qui va t'intéresser, mon cher Kerr, c'est que du coup, des fans comme toi, vraiment des gens qui pensent que ce film est le meilleur film du monde, ont repris tous ces éléments pour regarder qu'est-ce qui était en fait l'idée première de ce film. Et je vous invite, si vous aimez la licence Alien, je vous invite à aller voir ces vidéos. Malheureusement, elles sont souvent en anglais. Et en fait, ils ont coupé l'âme du film. C'est-à-dire que les architectes dans le film Alien, dans les premières versions du scénario, donne des explications sur le monde alien, le pourquoi, du comment, et toutes ces scènes d'explication ont été coupées du film, et ça donne une couleur. Alors déjà, je trouve que le film, moi je suis pas comme Kerr, moi j'ai pas aimé du tout Prometheus, et le truc c'est que là où Prometheus est très décevant, avec ces scènes-là réintégrées et ces explications intégrées, ça en fait potentiellement un des films les plus importants
pour Alien. Donc si vous êtes un grand fan de Alien, hein, pas seulement de Prometheus comme cas, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'il y a eu vraiment un travail très soigneux. Donc vous pouvez regarder, je crois que les vidéos s'appellent donc Prometheus, le vrai script, le real script, et vous verrez, il y a même les lignes de dialogue qui ont été retrouvées, d'échanges et tout. Voilà, je trouve ça très dommage qu'ils aient coupé le sens du film lors de la production. Deuxième news, mon cher Kerr, c'est Games Workshop qui a dans son bilan annuel qui est communiqué du coup à ses différents actionnaires dans son Financial Report, eh bien a rappelé que son accord avec Amazon pour que Amazon profite et puisse faire une série sur la licence du coup Warhammer 40 000. Donc je le rappelle, c'est à la fois Amazon qui l'a signé, mais aussi la maison de production de Henry Cavill, qui Henry Cavill est très présent dans la communication autour de cette série Warhammer 40 000. Je crois que c'est sa copine qui est en co-responsabilité de développement du projet. Et donc au final, Games Workshop, donc, qui possède Warhammer, a dit et a rappelé qu'en fait la série, il y avait un accord, une option, mais que s'il n'arrivait pas sur un accord créatif avant décembre 2024, celui-ci était de facto annulé. Donc ça veut dire que les pistes créatives, une base de scénario, etc., ils ont jusqu'à fin d'année pour proposer quelque chose qui va à Games Workshop, sinon c'est fichu foutu. Donc effectivement, on comprend pourquoi est-ce que y a eu peu de communication sur le projet. Ça veut dire que déjà il n'y a pas de scénario de validé, et de deux que en fait ils se sont peut-être mouillés un petit peu trop vite, et peut-être que Cavill, qui en fait au moment où il a dit qu'il partait de Witcher, a assez vite annoncé qu'il revenait en Superman, annonce qu'en fait il ne serait plus Superman, et il a annoncé qu'il travaillait sur Warhammer 40 000, qui est un projet qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais peut-être que c'était juste une annonce pour qu'il montre qu'il avait rebondi sur quelque chose d'encore plus gros, etc., alors qu'en fait ça en était même pas complètement validé. Et à ça, l'information du bilan financier donne une autre information que je n'avais pas avant. C'était que, en gros, si ça se passe bien sur Warhammer 40 000, Amazon a déjà acheté l'option pour faire une adaptation sur Warhammer Fantasy. Voilà, à titre personnel, je préfère Warhammer Fantasy à Warhammer 40 000. Et du coup, je pense qu'il y a de nombreux fans qui vont kiffer. Warhammer Fantasy, c'est une espèce de version alternative du Seigneur des Anneaux, faite par des gens qui ont voulu faire un truc avec plus de types d'espèces différentes dans l'univers et un lore plus sombre, en gros, si on résume. Donc ça peut vraiment être chouette. La question, c'est est-ce que les bases de scénario vont être cool ? Est-ce que du coup ça va bien être réalisé ? Et est-ce qu'ils vont nous faire une deuxième Les Anneaux de Pouvoir ? Nous verrons bien. Ça te chauffe, toi, Kerr ? Moi, je suis pas trop Warhammer, donc moyen bof. Franchement, l'univers te plairait énormément. Bah, l'univers me plaît déjà beaucoup. Je trouve que le concept de Big Bang, de galaxie, tout ça. Puis tu chantes la vie. Ça me passionne. Tu voles la vie, tu vois les étoiles et elles t'inspirent. Et tout à fait. Voilà, merci à toi. Moi, je vais vous parler j'ai envie de vous dire que ce mois d'août va pas être folichon en termes de contenu. Je vais vous faire un petit peu le point là, sur ce qui sort, et vous allez voir que c'est pas dingue, quoi. Les plateformes se sont pas mis en quatre pour nous faire plaisir. On a, et je pense qu'on en reparlera après, mon cher Greg, on verra. Il y a Batman Cap Crusader qui vient de sortir sur Prime. Accessoirement, Prime a également mis en ligne FBI Portée Disparue, l'intégrale de la série que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Elle était très chouette. Donc si vous avez jamais regardé FBI Portée Disparue, alors c'est une série sur le FBI, hein, comme les experts, etc., mais plutôt quali, avec de bons épisodes. Il y en a un qui est très réussi, notamment sur le comme Qui a tué Pamela Rose, ce genre de série. Ah, pas du tout. C'est pas du tout ça.
Du côté de non, ça c'est du côté de Prime. Prime a deux autres sorties importantes. Il y a Jackpot, un film avec John Cena ce mois-ci, et Aquafina si je dis pas de bêtises, et il y a Les Anneaux de Pouvoir bien sûr qui sort le 29 août. On en reparlera bien évidemment sur la chaîne. Du côté de Netflix, le gros événement du mois, et on en reparlera après, c'est Rebel Moon et Director's Cut. On a également ce début de saison 4 de Emily in Paris, et ils sont malins du côté de Netflix puisqu'ils balancent Emily in Paris juste après les JO. Donc voilà, pour surfer sur la vague, sur la scène. Des Jeux Olympiques. On a la série En Place saison 2 qui arrivera le 29 août, et un anime Terminator 0. Voilà. Et puis du côté de Disney+, je voulais citer quand même la saison 4 de Only Murder in the Building, série qui est nominée de ouf aux Emmy Awards. D'ailleurs, Selena Gomez a de belles chances de gagner un prix pour le film, même si je pense qu'elle va se faire, elle va pas l'avoir. C'est l'actrice de The Bear qui va l'avoir, et elle est tellement bien dans The Bear que ça serait normal. Et du côté ciné, il y a Borderlands. On va voir ce que ça peut donner. Alien Romulus, que moi j'attends énormément. Je sais pas toi, il y a The Crow. Bah moi c'est pas Prometheus mon film préféré, donc Romulus du coup j'attends moins quoi. Et il y a un film qui est pour toi, c'est pour ça que je fais cette news. Le 28 août, il y a un film d'horreur qui s'appelle L'IA du mal. Film d'horreur sur une IA qui est pas gentille. Mais en fait, il suffit juste de regarder les licenciements pour comprendre que l'IA fait déjà très bien les choses en vrai. Et j'ai oublié une série quand même, c'est la saison 4 de Umbrella Academy qui sort le 8 août. Voilà pour le planning un petit peu du mois d'août, mes chers amis. Et si vous aimez les jeux vidéo, sachez qu'il y a l'extension de World of Warcraft qui sort, The War Within, le 26, et le nouveau Star Wars Outlaws, le 30. Voilà, c'était bien complet ça. Attends, il y a un truc. Est-ce que Romulus, tu l'attends pas, ou tu l'attends un petit peu? Pas du tout. Zéro. Mais je préfère être honnête. J'enchaîne du... Quoi? Borderlands, oui, beaucoup. Surtout que beaucoup de gens disent que ça promet les gens payés par l'équipe de Borderlands. Du coup, je me dis, ça va être incroyable. Non, Borderlands, je suis très curieux parce que c'est vraiment une licence qui est connue pour tout se permettre. Donc la question c'est, est-ce que le film, ils ont osé faire tout ce qu'ils voulaient, ou c'est Jumanji 2, je dis ça à cause de Kevin Hart qui commet en deux. La bande-annonce m'a beaucoup fait penser, dernière bande-annonce que j'ai vue m'a beaucoup fait penser aux Gardiens de la Galaxie. Donc écoute, on verra. C'est vrai que Kevin Hart a fait beaucoup de trucs très drôles, et que des trucs un peu pourris. Donc si vous l'avez pas vu, Central Intelligence avec Dwayne Johnson et du coup Kevin Hart, c'est hyper drôle. Les autres films qu'ils ont fait ensemble, c'est hyper pas drôle. Mais Central Intelligence, j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Tu parlais d'Aquafina, et du coup ça m'a fait penser qu'elle a vraiment un nom de bouteille d'Évian, mais aussi que et du coup le truc c'est que il y a Meta, donc Facebook, en fait a développé une nouvelle intelligence artificielle qui doit utiliser des voix d'acteurs pour répondre. Donc en gros le principe ça va être l'équivalent d'un assistant personnel. Et devinez qui sont les voix des acteurs qui ont accepté de prêter leur voix à cette IA. Donc il y a Keegan Michael Key, il y a Judi Dench et Aquafina. Et alors, du coup, vous allez dire, mais ils ont accepté que leur voix soit scannée, qu'elles puissent dire n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, ils se sont tout simplement protégés en signant l'accord avec la SAG AFTRA, la grosse association d'acteurs qui avait permis de faire la grève il y a quelque temps, qui leur assure que s'ils perdent leur travail grâce à l'IA, eh bien, ils seraient dédommagés plusieurs millions. Mais je trouve ça totalement cynique et vraiment, vraiment pas drôle, quoi. Vraiment pas drôle. Et du coup, l'IA, en fait, déjà ce qu'on sait, c'est qu'elle va être utilisée sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.
et également les Ray-Ban Meta. Voilà, donc je savais pas que ça existait. Et en fait, pourquoi tout ça tout de suite et qu'on n'a pas toutes les informations, c'est parce que Meta est en train de préparer une grosse annonce sur pas mal de choses qu'ils ont développées autour de l'IA. Moi, je trouve que des acteurs et des gens connus qui donnent leur voix à des IA, je trouve ça totalement absurde. Et c'est vraiment genre, tu sais, c'est ces films où tu vois un mec qui dit « c'est mon dernier casse et après je pars dans les îles ». Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est genre, je vais te payer quelques millions de dollars et après je me barre. Parce que du coup, après les gens, si t'entends la voix d'Awkwafina tout le temps, je trouve que t'as plus du tout envie que ce soit l'actrice d'un film, ce sera hyper relou, quoi. Mais bref, en plus, toutes les saloperies qu'on va pouvoir leur dire, ça va être génial. Leur faire dire plutôt. Kerr, est-ce que tu as une autre news ? Oui, moi j'ai une news. Tu as perdu ton travail parce que je fais mieux les tableurs Excel. Là, t'es sûr que Awkwafina, t'as envie d'en entendre parler. Vraiment, tu vas aller voir son film. Passons maintenant à John Wick avec un point sur la franchise. D'abord, sachez que le 5, le scénario est reparti à l'écriture suite à la grève des scénaristes qui s'est terminée. Donc le John Wick 5 verra bel et bien le jour. On a un autre film, on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, qui sort en 2025 qui s'appelle Ballerina avec Ana de Armas dans le rôle principal. On a également un autre film qui a été annoncé récemment autour du personnage de Donnie Yen qui apparaît dans John Wick 4, donc qui joue Kane. Donc ça, il y a déjà 3 films. Et vous savez peut-être qu'il y a eu une série qui a été diffusée donc en France, je crois que c'était sur Prime, et aux US c'était sur Peacock, qui s'appelle The Continental, sur l'hôtel Continental, le refuge de tous ces tueurs qui font partie de l'organisation de John Wick, qui avait donné donc une mini-série de 3 épisodes qui s'était fait détruire par la critique et qui avait été un énorme échec. Et ça n'a pas calmé les grands patrons papa de la franchise John Wick, puisque ils sont en train de travailler sur une nouvelle série avec Keanu Reeves en producteur exécutif, donc ça c'est plutôt cool, avec également le réalisateur Stahelski aussi de l'affaire, le scénariste de la série Black Sails, Lionsgate toujours, donc c'est eux qui possèdent la licence, toujours aux commandes, qui essaye donc de refourguer cette nouvelle série à une plateforme. Pour l'instant on ne sait pas où elle va être diffusée, mais de quoi va parler cette série? Elle va parler de la table haute, l'organisation bien mystérieuse qui est dans la saga John Wick, et qui après John Wick 4 on va dire que la table a été débarrassée d'une certaine manière, et donc la série va suivre l'évolution de la table haute après John Wick 4. Le pitch officiel, c'est l'opposition entre des personnages qui sont encore inconnus, qui vont essayer donc de s'imposer, et d'autres fidèles à la franchise qui vont essayer de maintenir la tradition de la table haute. Donc on peut imaginer l'apparition de Ian McShane ou de Keanu Reeves, bien évidemment, dans cette série. Peut-être série un peu plus ambitieuse que l'était The Continental. On ne sait pas où elle sera diffusée, mais en tout cas, John Wick, ça marche bien. À toi, mon cher Greg. Eh bien, mon cher Kerr, Netflix, que tu connais et que tu aimes, a annoncé... donc déjà, on avait couvert en news qu'ils avaient... Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans Cult & Click, je pourrais moi-même dire ce que j'apprécie et ce que j'aime? Parce que pour l'instant, moi, c'est vraiment que toi. Que ça. À chaque fois qu'on fait une vidéo, t'es obligé de nous dire qui est ton god de basket, LeBron James. Quel est ton film préféré, Prometheus. Est-ce que moi je suis là en train d'étaler en permanence quels sont mes trucs préférés? Non, mais après, je reste un peu discret. Je vais reparler d'un coup de cœur. Tiens, je préfère avoir l'élégance de mes manières que ma langue n'a pas. Voilà. Donc on en était où? On en était à Netflix. Netflix, on vous l'avait dit, Netflix commence à gagner des brousoufs. Beaucoup de plateformes sont à perte. Netflix, eux, ils gagnent de l'argent. Pour rappel, leurs revenus... Oui, mais ils prennent pas en compte l'investissement de ma boule. Parce que j'ai des petits yeux tard le soir. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher K? Tu veux encore nous dire dans les chiffres que tu as évoqués la semaine dernière, et d'ailleurs tu as dit des choses très intéressantes sur les chiffres, puisqu'ils ne les communiqueront plus, puisque là par exemple ils perdent... Arrêtez tout! Kerr me fait un compliment! Arrêtez la vidéo! Qu'est-ce que c'est que ça?
Je veux Mais pas le trop truc, en c'est faire. que Je veux rester juste. Quand ils parlent des résultats exceptionnels de Netflix, ils mettent toujours de côté les énormes investissements, plusieurs milliards. Ils sont jamais pris en compte. Il y a aucune plateforme actuellement qui est en pleine forme. C'est faux. Alors, Netflix annonce quand même qu'ils ont un revenu net, donc après impôt et tout, de 5,4 milliards sur 2023. Qu'ils ont donc gagné 20% de plus de brousouf. Mais Netflix, ils ont toujours des dettes, et ils ont des grosses dettes. Et donc, qu'est-ce que Netflix a fait ? Ils se sont dit, bon, alors, on est premier, on veut pas être du coup en bundle avec les autres. Toi, quand ça se passe bien à la maison, si tu gagnes un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais ? Tu le mets de côté. Enfin, si normalement ou t'achètes des t-shirts de Radiohead, je ne sais pas. Et donc le truc, c'est que Netflix, eux, ce qu'ils ont décidé, c'est ils ont levé 1,8 milliard de dollars pour racheter leur ancienne dette parce que l'échéance de paiement des dettes était à l'année prochaine. Donc ils se sont grouillés d'aller emprunter pour rembourser l'ancienne dette. Et également, alors pour le reste de comment ça va être utilisé, c'est à la discrétion de la direction. Donc on n'en sait rien, ça va être pour tout ce qu'ils veulent. Mais du coup, ils ont décidé qu'ils allaient utiliser ce 1,8 milliard pour faire un petit peu tout ce qu'ils voulaient. Et devine mon cher Kerr, ça leur fait combien de dettes au total ? 72. Eh bien, 14 milliards de dettes d'encours. Voilà. Mais j'ai pas dit 72 quoi. Et pourtant, 72 patates qui valent 850. Le mec hyper relou. Et tu veux quoi comme vœu ? Bah moi je veux un vœu de faire tous les vœux que je veux. Et ok, donc du coup mon cher Kerr, sache que malgré cette dette qui quand même est importante, faut pas se le cacher, c'est une somme, eh bien ils sont dans les moins endettés de toutes les grosses boîtes, Paramount, etc., sont beaucoup plus endettés que ne l'est Netflix, et du coup ils ont levé de l'argent beaucoup plus facilement que les sociétés très endettées le font. C'est quand même marrant, t'as une petite boîte, elle va pas bien, elle coule. Quand elle a juste moins 10 euros sur son compte, quand tu as une grosse boîte qui a moins 14 milliards, elle peut lever 1,8 milliard de dettes. C'est le système, mon pote. Du coup, ça, c'est pour ma petite news. Tu veux enchaîner ? Eh ben les amis, je vais vous faire quelques petites news animes. Accroche-toi à mon chat Greg, j'espère que t'es bien assis. Mais logiquement, t'as pas changé de place, donc c'est bon. Kaiju numéro 8, qui est vraiment un anime majeur actuellement, à sa saison 2, qui est annoncé pour 2025. Il y a déjà un teaser. Greg, tu m'avais incité à regarder cet anime. J'ai obéi. Sagement. J'ai regardé pour l'instant les 2 premiers épisodes et en effet j'aime bien le ton et bien évidemment le fait qu'il y ait des kaiju comme dans Pacific Rim, même si certains sont plus petits que dans Pacific Rim. Toi tu as vu toute la saison 1, t'en as pensé quoi ? Moi j'ai tout bingé sur Crunchyroll. J'ai attendu que la série se termine, je crois qu'il me restait un épisode au moment où je te l'ai conseillé. Et écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est très sympathique, ça change pas l'univers, etc. Mais ça réussit très bien ces personnages. L'histoire va vite. On perd pas de temps dans du bullshit. C'est juste une série qui est faite et on sent que le manga, en tout cas, s'il correspond à l'anime, on sent que c'est juste efficace. Et puis, pourquoi te le conseiller ? T'aimes bien les kaiju, t'aimes bien des combats de kaiju. Je dis kaiju numéro 8, c'est pour toi. Et là où c'est vraiment beaucoup de gens se posent la question, c'est qu'on peut avoir vu Kaiju numéro 8 sans avoir vu les 7 premiers. Et ça, c'est cool, je me lasserai jamais de cette vanne. Et je trouve que anime qui est, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des animes, je trouve que c'est un anime qui permet de très vite rentrer dedans, parce que justement, il n'y a pas plein de clichés ou de trucs, de moments un peu mous qu'il peut y avoir dans certains animes. On rentre dans l'action, on rentre dans les personnages, c'est très occidentalisé, je trouve, dans la manière d'être réalisé. Je ne peux que vous le conseiller, voilà. Autre anime qui est sorti qui fait beaucoup parler, c'est Batman
Caped Crusader, donc la nouvelle version animée donc de Batman qui fait suite. Enfin, c'est pas une suite, mais c'est une relecture un peu animée de ce qu'avait pu être à l'époque Batman The Animated Series, qui a d'excellentes critiques sur Rotten Tomatoes, 98% d'avis positifs de la presse. Moi, j'ai commencé, j'avoue que je suis pas méga passionné par la série. Je trouve qu'elle a c'est une relecture de Batman sur certains points que je trouve très chouette, sur certains personnages qui ont été modifiés. L'histoire de certains épisodes marchent plutôt bien, il y a d'autres qui m'ennuient. Pour l'instant, je ne saurais pas trop me positionner dessus, mais sachez que ça plaît visiblement beaucoup aux fans de Batman. Donc voilà, bon, il y a les pubs bien évidemment avec Prime Video, il faut faire avec. Moi, ça me casse complètement ça des fois en plein épisode, mais bon, c'est Prime qui a décidé, donc ils assument. Autre série Prime, Invincible. Le créateur Robert Kirkman a dit qu'il fallait, selon lui, 7 ou 8 saisons pour arriver au bout de l'anime et le faire correctement. Donc va falloir que les saisons s'améliorent. La saison 2 qui vient d'être diffusée, donc ça fait encore beaucoup de saisons d'Invincible. Moi j'ai trouvé ça chouette, voilà. Mais il y a des vrais manques de rythme par moment. Puisque tu parles d'anime, j'ai pas fini la saison 2, mais pour l'instant je trouve que c'est très cool. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de série que je vais arrêter de regarder, reprendre. Oublier qu'elle existe. Mais j'ai vraiment un problème avec les pubs sur Prime. Je pense que quand on fera une vidéo spéciale plateforme, j'en parlerai. Mais dès qu'il y a une pub, moi généralement je vais voir ailleurs. Et je reviens. On est parti sur les plateformes pour arrêter d'en regarder. C'est horrible. Tu parlais d'anime et tu parlais de pub et de plateforme. Et ben ça me donne une transition parfaite sur mes deux prochaines news. La première, c'est je sais que tu aimes beaucoup Star Trek Lower Decks, mon cher Pierre. Oui. Que tu es un très grand fan, qui explique du coup ton t-shirt Radiohead. Et du coup, le créateur appelle à... pourquoi t-shirt Radiohead, je ne sais pas. Et appelle les fans en ligne à signer une pétition pour que la série ne soit plus annulée et que sa saison 5 ne soit plus la dernière. Donc voilà, si vous êtes fan de Lower Decks... C'est vraiment dommage. Et c'est une série animée qui est très légère, qui est vraiment très très cool à suivre. Moi j'adore cette série et c'est un paradoxe, c'est que j'aime vraiment l'ambiance, les personnages, l'humour et tout, qui fait qu'au final les histoires en elles-mêmes c'est juste vraiment j'adore le Mariner, j'adore tout, enfin vraiment c'est une très chouette série animée. C'est vrai que c'est un gâchis de l'arrêter après sa saison 5. J'espère qu'elle aura d'autres saisons. Et donc, mon cher Kerr, tu parlais de pognon, de publicité et de plateforme. Eh bien, la news suivante correspond à tout ça. Effectivement, NBC dit qu'ils sont extrêmement contents d'avoir signé les droits des Jeux Olympiques de Paris. Ils annoncent alors ils annoncent pas le montant exact de leurs gains, mais ils annoncent qu'ils ont fait 1,25 milliard de publicité, de dollars, de publicité vendue. Donc ça c'était pour les JO de 2020 à Tokyo, et là ils les auraient battus. Donc c'est vraiment un record historique en fait de revenus pour les Jeux Olympiques. Et donc non seulement ils disent qu'ils sont très contents parce qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont payé pour le sponsoring, mais également pour la publicité tout simplement, et aussi que les audiences sont très bonnes et que les gens sont très impliqués. Et en fait c'est marrant parce que moi ça fait plusieurs JO que je suis pas du tout, et là c'est vrai que je suis à fond dans les JO. Kerr, toi comme moi, on est allé. Il y a les JO. On est allé voir des matchs de basket à Lille. C'était hyper chouette. C'était un vrai plaisir, etc. Et c'est vrai que j'ai rarement vu, j'ai jamais autant regardé les Jeux Olympiques. Et c'est visiblement, je ne suis pas le seul. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a un gros, d'un point de vue mondial, il y a un gros engouement sur ces JO. Dans le contexte actuel, je pense que la bulle JO, sport, fait un bien fou. Vraiment. Tes mots resteront cryptiques pour toute l'humanité, et quand les extraterrestres verront notre vidéo envoyée par les ondes, eux-mêmes comprendront peut-être aussi peu que moi. Est-ce que tu veux enchaîner par une news ou tu veux que je continue ? Non, je vais faire une news, Marvel, pour vous dire que Marvel a un peu
détaillé son planning de sortie des films. Alors on y va, accrochez-vous. Donc 2025 sont toujours officiels. Donc février, Captain America Brave New World. On a eu, il y a des annonces qui ont été faites lors du Comic Con. Il y a une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez, mais pas maintenant. Attendez que cette vidéo soit finie. Mettez un pouce vers le haut et ensuite abonnez-vous et ensuite allez voir la prochaine vidéo. Bref, vous avez compris. En mai, on a Thunderbolts. C'est contraignant tout ça. Ah, c'est contraignant. Thunderbolts, mais c'est important. C'est important si vous voulez que la chaîne. C'est plus compliqué, c'est plus contraignant et engageant de faire tout ce que tu viens de dire que de se paxer, mon pote. Hein. Tu te rends pas compte de tout ce que tu demandes. Hein. Thunderbolts sortira donc en mai. En juillet, on aura les 4 Fantastiques, donc juillet 2025. Et toujours annoncé un film qui ne sortira pas. C'est en novembre, Blade. Ça, c'est pour l'année 2025. 2026, figure-toi qu'il y a 3 films d'annoncés, mais que 2 de ces films sont pour l'instant inconnus. Le seul qui est connu, c'est celui de mai, c'est Avengers Doomsday, avec Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Et en février, il y a un film... Accessoirement, 2026, c'est hyper court. Ouais, on ne sait pas... Ça veut dire que le temps pour écrire le scénario, il est de à peu près 0 jour, quoi. Ouais, non, ils vont y arriver, t'inquiète pas. Mais en fait, le truc, c'est que. Ou alors ils vont décaler les dates de sortie. C'est des films, bah voilà, c'est ce que je suis en train de te sous-entendre. C'est en gros des films, des gros films comme ça, ils ont de 6 mois à 9 mois, parfois 1 an, on va dire 6 mois de post-production. Ils ont 4-5 mois de tournage. Je compte même pas les reshoots dans mon calcul. Et après, tu rajoutes qu'en pré-production, souvent, c'est une bonne année. À la pré-production, il faut quand même que le mec qui écrit son scénario, il ait 6 mois pour écrire quelque chose de bien. Là, je suis en 2027 dans mon calcul. Donc en fait, soit ils vont le reporter, soit le scénario, ils vont laisser au mec, ils vont lui laisser 3 semaines, 1 mois, et après, il va pas falloir. Il n'y a aucun des films de 2026-2027 qui sont pour l'instant vraiment en chantier. Avengers Doomsday, c'est pareil. Donc là, il y en a un en février. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ce film ? Potentiel. Alors il y en a un en février, il y en a un en novembre. L'un des deux pourrait être le nouveau Spider-Man. On verra. Et pour 2027, il y a 3 films également annoncés. Il y en a un qui clôture la phase on va dire actuelle lancée par Doctor Doom. C'est Avengers Secret Wars qui sortira donc le 7 mai. Et après, il y en a 2 autres, dont pareil, on ne sait pas lesquels. Il y en a un en juillet, il y en a un en novembre. Donc là, ça serait l'ouverture sur la nouvelle phase du MCU. Tu veux dire qu'il y aurait c'est 2 Avengers... C'est ces 2-là que moi, j'ai hâte d'avoir des infos. Tu veux dire qu'il y aurait 2 Avengers à 1 an d'écart ? Ah oui, ils l'ont annoncé, oui. Comme Infinity War Endgame. Ouais, et potentiellement celui qui est entre les deux va avoir un succès monstre parce qu'il va faire une liaison entre les deux. Ce qui avait été le cas de Captain Marvel, tu vois. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas des films qui vont développer leur propre histoire. Ils vont forcément avoir une histoire qui vont d'aller de la. Peut-être que celui de novembre 2026, qui est entre Doomsday et Secret Wars, va être un lien entre tout ça. Mon point est même que peut-être que Doomsday va avoir sa conclusion dans Secret Wars. Et que du coup, on comprend. Non, mais ça, c'est sûr, ils l'ont dit. Que Robert Downey Jr. Ne va pas faire que le rôle de Dr. Von Doom. Il va peut-être faire un autre rôle, tu vois. Peut-être même que ça va être un millionnaire, qui reviendra en Iron Man. Non, mais ils ont déjà annoncé qu'il serait fataliste dans les 2 Avengers. Il a signé pour les 2 pour 80 millions de dollars. Ce qui est une somme correcte. Mais plus un intéressement sur le box-office, parce que bon, il faut quand même arrondir les fins de mois. Il faut qu'il puisse vivre quand même, ce pauvre homme. Bah oui. Faut qu'il vive. Bah oui. Tu veux quoi ? Il mange que des sardines, c'est ça ? Non, mais moi, alors le mec il se donne et toi tu veux qu'il mange que du poisson, quoi. Est-ce que ça va être les Young Avengers qui par exemple pourraient sortir en novembre et avoir un rôle dans Secret Wars ? C'est possible. On rappelle que la nouvelle stratégie de Marvel... Non, c'est pas ce que je veux. On rappelle que la stratégie de Marvel là, c'est moins de films par an, 2, 3 maximum, et des gros films.
des très gros films pour que Marvel redevienne un énorme événement. Donc là, on a 4 films qui sont pas annoncés. Donc Young Moi, Avengers, je mise sur un tiède. Spider-Man. Qu'est-ce que tu verrais d'autre comme Marvel là qui est pas annoncé Des X-Men. Des films sur des personnages X-Men ou sur les X-Men tout court. Hein. Arriver aussi vite? Moi, je me demande si c'est pas ce qui arrive en 2027. Ah non, mais Après, moi je le vois accélérer grave. Parce que déjà, quand ils annoncent. Moi, je vois un autre Deadpool. Deadpool 4. Ça peut être un Deadpool. Mais moi, je verrais vraiment bien des X-Men. Parce que ça va avec Manu. Accessoirement, Josh Brolin et donc Zazie Beetz, qui n'étaient pas présents dans Deadpool et Wolverine, ont un peu parlé. Josh Brolin qui est dans Cable, dans Deadpool 2. Oui, mais ils sont pas dans Deadpool et... Tu veux dire qu'ils n'ont pas repris leur rôle dans Deadpool 3? Exactement, ils ne sont pas dans Deadpool et Wolverine, mais ils étaient dans Deadpool 2. Donc Josh Brolin qui jouait Cable et Zazie Beetz qui jouait Domino ont parlé là depuis la sortie de Deadpool et Wolverine. Ils ont dit qu'ils étaient très ouverts à l'idée de revenir dans Deadpool et Wolverine, qu'ils n'avaient pas été contactés, qu'ils étaient déçus pour ça, et qu'il y avait possibilité qu'ils reviennent après. Et pour ce qui est de Zazie Beetz, ça parle même potentiellement, alors après c'est pour l'instant une idée comme ça, mais quel est son propre film. Donc l'actrice a lancé comme ça l'idée dans Deadpool 2 que moi je suis chaud. Que son personnage est son propre film. Je dis donc l'actrice, tu me dis que l'actrice a lancé l'idée qu'elle est son propre film. Ouais. Non, écoute, ça fait pas. Elle a raison. Elle a raison. C'est pas qu'elle. Non, il y a des rumeurs sur le fait qu'il y ait un film Domino. Il y a toute sa famille qui s'est mis la vraie rumeur autour de Cable et de Domino, c'est qu'il reviendrait dans Deadpool 4. Et en fait, il verrait Deadpool et Wolverine comme un film standalone, à part de la saga Deadpool, et que la saga Deadpool continuerait du 2 au 4, et que le 3 serait à part. D'ailleurs, le Sean Levy est du côté de Marvel, et du côté de Ryan Reynolds et tout, on parle jamais de Deadpool 3, on parle toujours de Deadpool et Wolverine. Il serait capable d'appeler Deadpool 4 Deadpool 3 en fait. Ils sont capables de voilà, tout. Mon cher Greg. C'est à ça qu'on sont capables de tout. Du coup, eh bien, ça va avec une petite interview de Kevin Feige qu'il a donnée il y a quelques jours. Et justement, il adressait quelques questions qui lui étaient posées. Et moi, franchement, je veux saluer ses réponses. Alors, à la question directe de dire est-ce que du coup, suite au succès de Deadpool et Wolverine, est-ce que il pense que les futurs films du MCU, leur avenir est d'être des films 18+ ou 16+, il répond bien sûr que non. Mais en tout cas, il pense qu'il faut que tous les prochains films du MCU s'imprègnent du ton de Deadpool et Wolverine pour pouvoir les y intégrer. Un ton irrévérencieux, je cite, qui pourrait devenir un standard. Mais, je continue. Donc, R-rated. Bah, le ton, c'est pas parce que tu fais des blagues, tu peux faire des blagues qui sont pas toutes R-rated. Et le truc, c'est que, et il dit, mais évidemment, c'est en gardant l'idée que tous les prochains films garderont leur propre voix. Donc en fait, il t'a tout dit quoi. Donc est-ce qu'ils seront R-rated ? La réponse est non. Le ton, c'est un peu comme Deadpool, mais en même temps pas trop comme Deadpool. Voilà, donc démerde-toi. Et pour terminer, il annonce que maintenant, avec l'arrivée de Wolverine, c'est l'arrivée des X-Men et des mutants dans les films. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit le point de démarrage et qu'il y en ait bien d'autres. Donc c'est pour ça que je pense que ça y est, ils ont envie que les X-Men arrivent très très vite. Que ce soit via des personnages XY ou carrément des films X-Men à zap. Moi je tiens quand même à dire que le film qui introduit vraiment les X-Men dans le MCU, c'est The Marvels. Hein. On peut pas lui enlever ça. C'est pas parce qu'il y a Wolverine dans Deadpool et Wolverine qu'il n'y a pas les X-Men dans The Marvels. C'est que personne l'a vu, The Marvel. Donc les gens ne le savent pas. Mais on s'en fout, il le fait quand même. Est-ce que c'est pas la série Miss Marvel, du coup, qui l'intègre ? Non, parce qu'on les voit pas dans Miss Marvel, on les voit dans The Marvel. Bah, on dit qu'elle a une mutation génétique. C'est la première mutante, ok, très bien, mais...
Après, c'est pour ça que les X-Men, j'y crois pas tout de suite dans le MCU, parce que tu vois l'histoire de l'adamantium qu'on découvrirait dans Captain America Brave New World, etc. Je pense que les X-Men, pour moi, c'est après Secret Wars. En fait, ils sont introduits. Enfin, on a déjà le Fauve qui a introduit, tu vois. Donc ça y est, les X-Men, oui. ils sont. Non, mais ils sont introduits dans d'autres dimensions. Ils sont pas introduits sur la Terre 616. Mais ils sont introduits dans les films du MCU, donc j'ai envie de dire, ils sont. Oui, ils sont mais là, pas quoi. sur Terre 616. Donc comme Secret Wars et peut-être Doomsday pourraient rebâtir un peu les cartes du multiverse, on verra ce que ça va donner. Moi, tu sais, d'ailleurs, accessoirement, quand t'as ces t-shirts-là, j'ose pas te contredire, même si je pense l'inverse. Le Deadpool et Wolverine, le 100% spoil est lancé, ça y est, depuis aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas vu le film, fuyez tous les sites américains de culture pop, les Twitter de culture pop et tout, ça vous balance. Mais alors sans aucune limite tous les caméos, hein. Ça y va à gogo. Tu parlais de Rebel Moon et moi j'ai une petite chose à dire sur Rebel Moon. Donc il y a la Director's Cut qui est sortie sur Rebel Moon là. Et ce qui est marrant, c'est que les retours sont beaucoup plus négatifs que sur la version non Director's Cut. Donc évidemment, le mieux, c'est toujours se faire son avis soi-même. Mais parfois, c'est pas mal d'éviter une balle, comme ça, hop, et de se dire, si j'ai pas aimé le premier film, est-ce que j'aimerais ce deuxième film qui est considéré comme moins bon ? La question est ouverte. Moi, je vais en parler de Rebel Moon parce que j'allais faire la même news que toi. Le premier est à 25 d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Je parle de Director's Cut, donc en 2 parties. 25 pour la presse, 67 pour le public. 67 pour le public, c'est pas terrible. Hein. Ça peut paraître élevé, mais ça l'est pas. 33 pour la deuxième partie, 67 encore une fois pour le public. C'est quand même 6h30 de film. Et alors moi, il y a un truc qui me sidère. C'est les fans de Snyder qui font des remarques sur la sortie de la Director's Cut en disant là c'est la vraie version de Snyder, donc des personnes qui n'avaient pas vu la Director's Cut, puisque ça je l'ai lu avant la sortie, et beaucoup de gens font ce genre de remarques. Ça n'est pas là, la Director's Cut c'est la vraie version de Snyder. La version qui était sortie avant, c'était la version de Netflix que Snyder ne voulait pas. C'est entièrement faux. C'est littéralement un plan marketing qui est mis en place par Snyder et Netflix pour surfer sur le succès de la Justice League Snyder Cut. Ça a toujours été prévu que Snyder ait sa version courte dont il est derrière le montage, donc c'est son film, et aussi derrière sortir la version Director's Cut pour maximiser le plus possible de pognon sur le Rebel Moon. Ça se voit que t'es du côté de Netflix. Libérez le pouvoir créatif de Snyder. Libérez-le. Non. Il a le droit d'avoir ses versions longues quand il veut. Non. Et s'il veut faire une version courte de sa version longue, il a le droit. Je ne veux pas dédouaner de sa responsabilité Zack Snyder sur la version courte. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Et quand on voit les critiques sur la Director's Cut, ça fait mal déjà si on est fan de Snyder. Et voilà. Donc je tenais quand même à le préciser. En tout cas, Rebel Moon, ça reste. Tu veux pas le préciser, tu veux l'oppresser. Non. Oppresseur. Tu vois, on n'en a même pas parlé entre nous de est-ce qu'on fait une critique des 6h30 parce qu'on s'est dit qu'on avait mieux à faire nos 6h30, surtout en ce moment avec les JO. Mais je vais quand même la regarder, mais ça me fait franchement peur. Et ça reste un incroyable naufrage si Rebel Moon, Director's Cut, est de la même qualité que les versions classiques. Parce que qu'est-ce que c'était mauvais les deux premiers films. Là j'ai pas mal d'indispo là. Donc du coup si tu veux regarder le film d'abord et puis tu me diras. Comme ça je m'organiserai le temps là. Je sais pas trop quand. Mais on en reparle. On se rappelle sur ça. Il n'y a pas de souci. Ouais.
Du coup, news suivante, c'est Sarah Silverman, j'en parlais, qui a fait un procès à une espèce de class action avec plein d'autres auteurs sur le fait que ChatGPT a été entraîné par OpenAI, la société qui la possède, l'IA, et sur des livres qui sont pas libres de droit, des livres qui s'achètent et qui auraient été donc achetés par des gens d'OpenAI en disant hey IA, entraîne-toi sur les textes de tous ces livres-là. Et Sarah Silverman a visiblement et les autres auteurs ont vraiment un vrai dossier, puisqu'ils ne diraient pas juste on a des doutes que peut-être que ChatGPT est entraîné sur nous. Et en fait, donc, le procès qu'ils sont en train de faire à ChatGPT a eu un gros revers, puisqu'il faisait donc un procès classique dans la loi américaine au niveau de ChatGPT, en disant que comme leurs livres ne sont pas des livres et du contenu du domaine public, mais qu'ils étaient propriétaires de ces éditions, et ils ne pouvaient pas être utilisés comme ça de manière libre par une société. Et en fait, le juge là vient de les renvoyer à ce qui s'appelle un Copyright Act, qui n'est plus la loi américaine, mais qui est une espèce d'amendement, un accord sur la loi américaine autour de la notion de copyright, donc des droits vraiment très spécifiques de la littérature de droit d'auteur. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir demander beaucoup moins, qu'ils vont pouvoir faire leur procès sur beaucoup moins de points que prévu. Donc le procès n'a pas encore eu lieu, qu'il y a déjà un vrai retour de bâton en tout cas. Je trouve ça vraiment vraiment dommage. Alors c'est sans doute une technicalité de la loi américaine, mais c'est vrai qu'il faut, je pense, que les appareils juridiques, politiques et soient vraiment en place pour essayer d'encadrer l'utilisation des IA. Là, pour l'instant, c'est un tout petit fuck qui est fait par la loi américaine sur ces notions de protection des droits. Autre point, tu veux réagir? Je te vois prendre le micro. Non. Et du coup, autre point... Tu as tout dit, c'était parfait. Autre point qui n'a aucun rapport, le bundle américain pour Disney, Fox, Warner, Discovery, donc de toutes les plateformes avec le sport, vient de sortir. C'est $42,99 par mois. Ce qui est une somme tout à fait... très correcte. Abordable. J'ai envie de dire, quand on nous disait mais imaginez tous ces Blu-ray que vous allez pour le prix d'un Blu-ray tous les 2 mois vous avez plein de films et tout, bah là c'est en mode comme si une société te dit en fait t'es obligé d'acheter 4 Blu-ray par mois sinon t'auras pas accès à mon contenu. Là ça commence à être une autre somme hein, quand même. Alors je sais que le monde du sport est habitué parfois à payer très cher leur contenu. Je sais que par exemple mon NBA League Pass je le paye 200 € par an, mais $40 par mois et t'as pas Netflix parce que du coup tu vas avoir tes 20 € ou tes 10 € par mois pour Netflix, ça fait lourd hein. Voilà. C'était cool. Tu parlais de sport, mais le coût en France pour regarder la Ligue 1 cette année va être terrible. Hein. On est à plus de 50 € par mois avec DAZN et beIN. C'est absolument énorme pour ceux qui aiment le foot. Et avec le fléau qu'est l'IPTV actuellement pour le sport, des tarifs aussi élevés ne va clairement pas aider. Malheureusement. Je vais vous parler de Yellowstone avec série Yellowstone, c'est un véritable phénomène aux États-Unis. Alors la France n'est pas tombée dedans parce qu'elle n'a pas été diffusée sur la plateforme qu'il fallait. Alors Paramount Plus, il n'y est pour rien. Hein. Ils n'ont pas l'audience que peut avoir par exemple Netflix ou Netflix, et la série n'a pas été diffusée sur des grandes chaînes hertziennes, donc Yellowstone a eu un succès en France très restreint, mais aux États-Unis c'est un vrai phénomène, ce qui a permis à son créateur Taylor Sheridan d'enchaîner des spin-offs et d'autres séries et d'être aujourd'hui considéré comme un des patrons de la télé aux US. Et la série Yellowstone a été frappée, vous le savez sûrement, par un énorme problème qui est le cas Kevin Costner, qui est le héros de la série,
et qui a été viré. Alors au début il voulait partir, ensuite finalement il a dit qu'il restait, au final il s'est fait virer, et la série donc dans sa dernière qui était dans sa diffusion de la saison 5 s'est arrêtée en pleine diffusion, et on a une deuxième partie de saison 5 qui a été annoncée, qui va arriver le 10 novembre, et Kevin Costner viré, ils ont annoncé que c'était la fin de Yellowstone, ce qui est un non-sens total quand on voit les audiences absolument dingues de la série. Et sachez que Kevin Costner n'apparaîtra pas une seule seconde normalement dans la deuxième partie de Yellowstone. Alors, pour l'élément cocasse, j'ai regardé du coup le dernier épisode juste avant de préparer les news. J'ai regardé le dernier épisode de la saison 5. La dernière apparition de Kevin Costner à l'écran est complètement anecdotique. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec le personnage. Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils vont dire qu'il est parti, etc. Une info quand même sur cette deuxième partie de la saison 5, c'est que l'actrice Wendy Moniz, qui jouait Lynelle Perry, donc qui était une politicienne proche de Kevin Costner, ne reviendra pas non plus dans la série, et que actuellement 2 spin-offs sont en chantier. Il y en a déjà eu plusieurs, 1883, 1923 avec Harrison Ford notamment. 1883, je vous le conseille, c'est un bijou, vraiment. Et si vous n'avez pas vu Yellowstone, vous pouvez juste regarder ce spin-off là, ça se regarde tout seul et c'est vraiment un bijou. J'en avais déjà parlé, et là il y a 2 spin-offs qui sont en préparation, mais qui sont des spin-offs contemporains qui sont censés faire suite à Yellowstone, puisque bien évidemment la poule aux œufs d'or, on va pas l'arrêter, on va pas la tuer maintenant. Et il y avait un spin-off qui était évoqué avec Matthew McConaughey dans le rôle principal, qui remplacerait en lead Kevin Costner, avec potentiellement une partie du casting de Yellowstone. Donc on aurait Kelly Reilly qui reviendrait, Cole Hauser et Luke Grimes qui donc reviendraient dans la série, ce qui serait cool. Mais il y a aussi la possibilité que Matthew McConaughey ne rejoigne pas ce spin-off et qu'il soit remplacé par Kurt Russell. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal aussi. Mais en fait, Kurt Russell serait potentiellement aussi associé à un autre spin-off de Yellowstone. Donc, on ne sait pas encore dans quel spin-off il va jouer. Il pourrait jouer dans le spin-off qui s'appelle The Madison, donc qui est un spin-off de Yellowstone avec donc potentiellement Kurt Russell, mais aussi Michelle Pfeiffer et Patrick G. Adams, que vous connaissez tous, pas de nom, mais au moins de tronche, vu que c'est le co-héros de la série Suits. Il y a également Beau Garrett au casting, et The Madison suivrait en fait une famille, la famille d'une très riche dame qui s'appelle Stacy Clyburn, qui quitte New York pour s'installer dans le Montana suite à la mort donc du mari dans un accident d'avion. Comment est-ce qu'ils vont raccrocher ça à l'univers de Yellowstone? Peut-être qu'elle va s'installer à côté du ranch des Dutton, on verra. Toujours est-il que il y a des projets en route pour Yellowstone. Si c'est aussi quali que Yellowstone, alors la première moitié de la saison 5 c'était pas terrible, mais que les 4 premières saisons et que les spin-offs déjà diffusés, c'est solide. Il y avait aussi un spin-off sur Bass Reeves que j'ai trouvé que j'ai trouvé vraiment moins réussi. Celui-là pour le coup, avec David Oyelowo, pardon. Moins bien, mais Yellowstone c'est solide, et Taylor Sheridan ne va pas s'arrêter là. À toi mon cher Greg. Et du coup, mon cher Kerr, je sais que tu es un grand fan de John Wick, tu es également un grand fan de Keanu Reeves, et tu passes tes printemps souvent aux États-Unis, à New York. Eh bien, sache qu'il y a une news qui est spécifiquement pour toi. Keanu Reeves va être à Broadway pour la pièce de théâtre qui s'appelle Waiting for Godot, qui sera donc l'automne prochain, en 2025, à Broadway. Je vois pas en quoi tu peux ne pas y aller, quoi. C'est réalisé c'est mis en scène par James Lloyd. Il y a tout ce que tu aimes, et c'est dans ta ville d'automne. C'est parfait, non? Franchement, c'est parfait. J'y passerai peut-être. J'ai jamais foutu les pieds à New York. Moi j'ai d'autres news concernant Netflix, pour vous dire que Netflix va refaire son Geek Kid Week le 16 septembre avec plein d'infos, des révélations, naninaner. C'est un peu le Comic-Con
de Netflix avec des infos sur Arcane, sur Cobra Kai, sur One Piece, sur Mercredi, sur Black Mirror, sur Avatar, The Last Airbender, sur Squid Game, sur Stranger Things. Et Squid Game, on a déjà des infos. Sachez que la saison 2 démarrera bien le 26 décembre et que la saison 3 sera la dernière et qu'elle sera diffusée en 2025. Et je voulais terminer avec les premières images de la série que vous attendez tous, la nouvelle série Star Wars pour succéder à The Acolyte, dont nous avons une critique extrêmement intéressante à regarder sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder à la fin de cette vidéo, mais pas maintenant. Là d'abord vous faites, à la fin de la vidéo vous faites un like, on s'abonne et ensuite vous pouvez passer sur la vidéo de The Acolyte. Et les premières images de cette série c'est quoi? C'est Star Wars Skeleton Crew avec Jude Law. Donc il y a 4 premières images et sachez que Nick Frost, donc de Shaun of the Dead, dont on parlera cet été sur la chaîne, et bien figurez-vous que Nick Frost va doubler le droïde qui s'appelle SM-33. Voilà. Donc, et Jude Law dont ils disent qu'il va être quelqu'un de force sensitive, mais sans jamais préciser que c'est un Jedi. Donc voilà. Et les premières images, une série sur des enfants. Voilà, une série où beaucoup de personnes font remarquer qu'il y a l'air d'avoir des gros points de similitude avec Stranger Things dans les personnages qui apparaissent. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, quelqu'un a dit ce serait pas mal qu'il y ait un Stranger Things dans l'espace. C'est vrai, ça fait gagner beaucoup d'argent aux aventures des petits Jedi, là. Le dessin animé, les aventures des petits Jedi, mais en live. Du coup, Kert, j'ai une news pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas encore avoir mal à ton Star Wars? Ouais. Disons que je vais y aller à reculons ou je vais pas y aller du tout, quoi. C'est la première fois que je me dis ça sur un contenu Star Wars. Alors qu'on peut le dire, The Acolyte est tu l'as dit, ta production Star Wars préférée. Ce qui est sûr, c'est pour me venger toute la vidéo. Non, c'est pour me venger toute la vidéo. C'est vraiment une production Star Wars que j'avais le plus hâte de voir depuis super longtemps. Et du coup, mon cher Kerr, j'ai une news pour toi. J'ai complètement oublié que j'avais plein d'autres news, mais vraiment plein. Alors je vais te les faire. Toi, t'as fini ou pas? Ouais, moi ça y est. Ok, moi, alors je l'ai fait. Percy Jackson, la saison 2 est en tournage, donc petite information. Et il y a des images de behind the scenes qui sont en train de sortir. Visiblement, ils ont fait un peu augmenter la taille des décors, etc. pour les fans qui voulaient voir un peu plus du Rick Riordan verse. Il y a ensuite, ça c'est la première news. Deuxième news, Kerr, tu vas être extrêmement triste, donc je vais prendre des grosses pincettes pour te l'annoncer. Tyrese Gibson a annoncé des informations assez tristes autour de Fast and Furious 11. Ah non. Visiblement, attends. En fait, prends des pincettes s'il te plaît. Et donc en fait, ni Diesel ni Louis Leterrier lui ont confirmé que le scénario était écrit ou prêt, quoi. Donc c'est dans longtemps, Fast and Furious 11. Voilà, que tu saches. Attends, la première info, c'est qu'il y aura un scénario sur le prochain. C'est peut-être qu'ils ont faxé le ticket de métro et tout, la blague régulière sur les Fast and Furious. Ok, donc ensuite... Tu sais que Tyrese Gibson est un acteur qui est allé en voiture dans l'espace. Puisque c'est ce qu'il fait dans Fast and Furious, donc pas le dernier mais l'avant-dernier. Et mine de rien, rien que pour ça, moi je dis respect. Respectons-le. Ouais. Et du coup, on enquille. Donc James Gunn a annoncé qu'il venait de terminer le tournage de Superman. Alors il faudra s'attendre à ce qu'il y ait sans doute des reshoots parce que c'est régulier sur ce genre de film. Et il a dit que il a terminé un film où c'était l'histoire d'un homme bien qui vivait d'un monde qui ne l'était pas autant que lui. Voilà. Pour la petite info pour les fans de Sup. Ensuite, j'avais annoncé qu'il y aurait peut-être une grève à Disneyland aux États-Unis. Et en fait, sachez que quel jour ? Alors, c'était du début jusqu'à ce que Disney plie. Et Disney, en fait, a pas attendu. Ils ont tout de suite plié. Ils ont une augmentation, plus de couverture sociale, etc. Donc, Disney, quand on leur dit, en fait, ta cash machine, on va la fermer, ils savent écouter. Il faut leur reconnaître ça.
J'enquille avec une autre news qui, alors là, celle-là, elle va être assez salée. Hein. C'est Gina Carano. Donc je vous avais dit, elle est en procès. Il a été accepté que son procès avance et tout pour, globalement, elle plaide le fait qu'elle a été licenciée, c'est un licenciement abusif pour ses tweets, et Disney dit elle nous a donné une trop mauvaise image, donc son contrat dit qu'il faut pas qu'elle donne une mauvaise image à Disney, donc ciao. Je suis même pas sûr qu'ils ont rajouté ciao bisous. Et en fait le truc c'est que Gina Carano, ce qui va être assez salé, c'est qu'elle elle a le droit d'inviter des témoins à la barre. Donc les témoins à la barre, ça va être Pedro Pascal. Elle a également demandé d'avoir Jon Favreau et Kathleen Kennedy. Donc ça promet. Et également Lynn Hale, qui est l'ingénieur publicitaire de toutes les campagnes, de tous les projets Star Wars. Le procès, s'ils vont jusqu'au procès, ce sera le 25 septembre 2025. Je sais pas si ça va être aussi je suis gros. pris. Je sais pas si ça va être aussi gros. Tu vas être en train de te remettre de mon anniversaire qui aurait été le jour d'avant. Et le truc, c'est que... Comment on va dire à tous les viewers la date de ton anniversaire? C'est le 24 septembre 2024 et 2025. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas si ce sera aussi gros que le procès. Tu sais qu'elle sera en procès 2 mois pile avant mon anniversaire. C'est dingue, hein? C'est fou. Et donc tu seras potentiellement remis pour ton anniversaire. Et en fait, donc l'histoire, c'est que là, en gros, elle est en train de transformer sa plainte en espèce de déballage public, enfin c'est ce qu'elle veut essayer, déballage public de l'intérieur de Disney face à la pression et la cancel culture. Qu'on soit pour ou contre, c'est même pas le débat. J'espère qu'ils ne vont pas transiger financièrement et que, en gros, on va avoir l'interne de Disney qui va répondre sur, du coup, comment ils gèrent les retours publics, en quoi est-ce que ça a des impacts sur les productions, parce que Carano, elle a dit des trucs de fou, hein. Elle a dit des trucs de fou, et si elle était en France, elle irait, elle irait même pas au procès, elle aurait tort de facto. Mais le truc, c'est que là, dans la culture américaine, savoir qu'est-ce que les avocats vont faire dire et tout à Disney, à Kathleen Kennedy et tout, je suis hyper curieux de savoir qu'est-ce qui va sortir de ce procès. On en entend parler une fois de temps en temps, mais là, il commence à devenir de plus en plus intéressant. Je suis très très curieux. Le seul problème, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est le côté un peu dur républicain qui soutient Carano là-dessus. Mais bon, on verra. Et puis, il va se passer beaucoup de choses entre maintenant et le 25 septembre, dans un an. Et je termine par une interview de Night Shyamalan qui pense que les spectateurs sont enfin prêts au retour de l'originalité des films des années 90. Il explique un peu comme Scorsese que aujourd'hui les films ne sont plus que des grands parcs d'attractions, et que dans les années 90, les studios validaient quelque chose qui devait être divertissant pour le public, mais en même temps qui pouvait être une patte artistique ou avoir une touche d'originalité, ce que les studios ne valident plus aujourd'hui, de ce que dit Shyamalan. Et il dit que vu les échecs récents, eh bien, il est temps que le public a l'air de demander de ce retour de l'originalité des années 90. Je sais pas toi, moi je suis assez d'accord. On a envie. Après, peut-être que les studios pensent. Non, moi je veux mon petit Fast and Furious dans l'espace. Non, laissez-moi mon saut 13 ou 14. Voilà. Et du coup, mon cher Kier, c'était ma dernière news. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. Au mot de la fin, ça va être le conseil de la fin, mon cher Greg, puisque j'ai revu cette semaine le film Sans un bruit de John Krasinski avec son épouse Emily Blunt. Et je vous conseille chaudement de le voir si vous n'avez pas vu. Film un peu scientifique, un peu épouvante. Le principe, c'est que sur Terre arrivent des extraterrestres qui ne réagissent qu'au bruit et qui sont mastoc et très très rapides et très violents. Et du coup, l'humanité est obligée, pour survivre, de ne plus du tout
du tout faire de bruit. Le premier est très dur à regarder si vous êtes parent. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes. Il y a Krasinski utilise plein de mécanismes qui rendent le film étouffant, anxiogène. Le film est très réussi, je trouve. On avait fait une critique à l'époque sur la chaîne. On avait dû l'enlever parce que Paramount nous avait embêtés alors qu'ils nous avaient invités à l'avant-première. Enfin bon, bref. Et le truc qui me marque beaucoup avec Sans un bruit, et c'est aussi le cas avec le 2. Le 2 est plutôt réussi aussi. Je suis allé voir le spin-off Sans un bruit, jour 1, qui est bien pour Lupita Nyong'o et son personnage, moins pour ce que doit être le film, c'est-à-dire l'invasion le jour 1. C'est un peu expédié, donc ça c'est un peu dommage. Puis il y a des très grosses ficelles dans le spin-off, mais le 1 et le 2 sont solides. Le 1 est vraiment très réussi, et là où moi je suis étonné, c'est que c'est pas un film qui m'avait particulièrement marqué ou que j'avais particulièrement gardé à l'esprit, mais la musique de ce film est une des BO que j'écoute le plus depuis des années. Elle est signée Marco Beltrami et franchement elle est magnifique. Donc si vous l'avez pas vu, voilà, petit conseil comme ça gratos pour Sans un bruit. Voilà mon cher Greg. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous avez envie. Merci les tipeurs, sans vous, on pourrait pas faire tout ça. Voilà, un commentaire, tout. Enfin, ça aide la chaîne à sortir sur du méandre de YouTube. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.